في الانترفيو اكسبير والاكسبرتيز نتاعنا اليوم حول القطاع الفلاحي وتحديدا نحكيه على الفلاحه المسؤوله والاستثمار الفلاحي المسؤول انفستيسمون اغريكول ريسبونسابل في اطار الحديث حول الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار الفلاحي المسؤول. ويمكن يهم برشا شباب زاد قاعدين يسمعوا فينا خاطر نحكيه على لي جون انتربرونور او المبادرين الشباب في القطاع هذايا تحديدا بحضور ضيوفنا يانيك فيدلر ريسبونسابل دو بروجي انفستيسمون اغريكول au niveau de la FAO Rome وعربية العبيدي collaboratrice nationale des projets liés à l'investissement responsable agricole FAO bureau de Tunis. مرحبا بكم مرة أخرى. آخر نقطة توقفت عندها عربية, le dernier point qu'on a évoqué, c'était le nombre de jeunes que vous avez accompagnés. On parle de pratiquement entre 60 et 70 jeunes entrepreneurs. Et la question, c'est surtout, on sait très bien que par rapport à cette catégorie spécifiquement, le plus grand problème ou l'un des plus grands problèmes, c'est le financement. Surtout que quand on parle d'agriculture responsable, alors la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est probablement les nouvelles technologies et donc un investissement financier énormissime. Est-ce que c'est vrai et comment vous avez pu, si c'est le cas, comment vous avez pu résoudre ce problème? Alors ça, c'est une excellente question. On parle beaucoup du problème d'accès au financement. Mais justement, est-ce que le problème, c'est la disponibilité de financement ou le problème, c'est l'accès au financement? Je pense qu'en fait, au bout du compte, après toutes les analyses, même les entretiens qu'on a menés avec les jeunes, le plus grand problème, c'est l'accès au financement, c'est-à-dire même la capacité de créer des plans d'affaires, des modèles de financement qui soient recevables par une institution financière. Donc ça fait partie, et c'est une partie intégrante de l'appui technique qu'on donne aux jeunes agri-entrepreneurs avec qui on travaille. C'est-à-dire que dans un premier temps, les faire prendre conscience de leurs besoins financiers, de leur capacité aussi de structurer un plan de financement, les temps de remboursement, l'échelonnage en fait des crédits, etc., etc. Ça, ce sont des questions extrêmement importantes. Aujourd'hui, vous voyez énormément de projets au-delà de l'écosystème financier en Tunisie qui est déjà très dense, qui facilite l'accès au financement. On peut penser au projet ADAPT, Prazoc, des collègues italiens, Trace avec la Banque mondiale. Et pourtant, pour eux aussi, leur besoin, c'est d'avoir les entrepreneurs qui structurent des requêtes de financement qui soient recevables par les institutions financières. Donc nous, on travaille aussi sur ces aspects-là. Maintenant, bien évidemment, nous, on fournit un appui aux bénéficiaires qui soient plus performants en termes d'équipement. Donc, on donne un appui, moi j'appelle ça une incitation à l'investissement. Quand vous dites nous, c'est l'FAO. Ça, c'est du côté de notre projet FAO qui vient en complément à leur autofinancement et aux autres financements qu'ils peuvent recevoir le cas échéant par les banques nationales, par les institutions de microfinance ou par les projets bailleurs autres que la FAO. Et peut-être ça, c'est un point important. Je pense qu'il est important de clarifier aussi, c'est que la FAO, ce n'est pas une banque. Nous sommes une agence technique qui vient à renforcer les capacités des intervenants de l'écosystème sur requête des ministères en fait qui viennent à notre rencontre pour solliciter un appui. Maintenant, en Tunisie, il y a beaucoup d'agences, effectivement, qui ont le mandat d'appuyer financièrement la Tunisie. Tout l'intérêt, et c'est sur cela que nous travaillons avec les collègues, que ce soit Trace, Adapt, Prazoc ou autres, c'est d'identifier les passerelles qui permettent aux bénéficiaires des interventions communes avec l'APIA et l'INRAT de par la suite solliciter un crédit, par exemple au niveau du Prazoc, de Trace ou autres mécanismes, pour pouvoir mettre à échelle leur projet d'investissement. Alors, on parle de projets d'investissement et quand on parle justement d'investissement, on parle d'idées, de projets, de filières surtout. Quelles sont les filières prioritaires aujourd'hui par rapport à, en lien direct avec la stratégie qu'on a évoquée tout à l'heure? En fait, la logique de travail qu'on mène, c'est qu'on est vraiment focalisé sur le territoire. C'est-à-dire,
en amont de toute action ou de toute, c'est-à-dire intervention locale. Donc, on identifie les filières qui sont porteuses autour de ce territoire-là. Donc, c'est pas une priorisation qui se fait. C'est spécifique à chaque territoire, chaque région, en fait. Donc, c'est ça le moteur, disons, du concept investissement responsable, c'est de dynamiser les territoires à travers les produits qu'on appelle les produits de terroir spécifiques pour chaque région. Donc, et c'est ce qui a fait vraiment la force par exemple, du pôle agri-accélérateur, parce qu'il s'est focalisé sur les deux filières qu'on avait vraiment évaluées porteuses. C'était l'huile d'olive de Tborsok, la race sicilo-sarthe ovine, pas de Tastour, mais de Béja en général. Et donc en second lieu, les PAM, les plantes aromatiques et médicinales de la région de Béja et également la race noire de Tibar de Béja également. Donc c'était ça les forces du territoire de Béja particulièrement. Pour Gbeli, c'est les dates et les sous-produits de dates. Donc, ils sont inscrits actuellement en cours d'inscription sur la liste à l'UNESCO également. Donc, voilà, c'est autour de ces filières-là. Juste, je voulais ajouter quelque chose par rapport au financement. À l'appui technique. Donc, la force également de ce projet-là, c'est le renforcement de capacité des coachs accompagnateurs. Et ce n'est pas les conseillers agricoles. Donc, ça, c'est un peu la différence parce que l'approche accompagnement en mode coaching, il est centré sur l'individu. Donc, l'objectif, c'est de développer les compétences déjà on a les ABC des compétences entrepreneuriales, mais qui se développent encore plus avec le mode coaching à travers la stimulation de l'autonomie, de la transformation territoriale, de la fierté, de l'attachement au territoire, et donc qui vont aboutir au développement des outils. Donc IRA ou notre référent accompagnateur qui a vraiment développé des outils un peu innovants pour l'accompagnement et qui vont vraiment servir de dossiers très plausibles pour l'accès au financement en dernière phase. Alors, Yannick, tout à l'heure, vous avez dit un mot qui a retenu mon attention. Vous avez vous avez dit littéralement que la FAO n'est pas une banque. Donc, réellement, c'est pas votre travail de financer essentiellement votre l'accompagnement, ou vous aidez ou vous fournissez en quelque sorte les équipements essentiellement. Alors, là, je veux bien vous poser la question par rapport à la capacité globale de la FAO à soutenir ou à inciter ces jeunes à entreprendre dans le domaine de l'agriculture responsable. On parle de quoi exactement? Ça tourne autour de combien exactement? De combien de... Oui. Si on parle de soutien en équipement, par exemple, ou parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent là, donc ils veulent savoir l'ordre de grandeur, si vous voulez, de ce soutien. Donc, peut-être, et ça, voilà, justement, on en vient à une question très importante. Hein. Nous, notre appui, je dis toujours, c'est une petite incitation à l'investissement qui se situe en hauteur de 8 000 à 10 000 dinars. L'idée, c'est de trouver le bon effet multiplicateur. Parce que quand on raisonne investissement, on raisonne en fait en termes de l'effet multiplicateur et de l'effet de levier que peut faire cette contribution-là. Disons que nous, on en fournit 8 000, 10 000, en plus de l'autofinancement, en plus des subventions qui peuvent être accordées par l'État, y compris par l'APIA. Il y a les primes de développement durable, les primes relatives d'économie d'eau, développement régional. Donc, il y a beaucoup de primes qui sont mises à disposition par l'APIA qui peuvent aussi venir en complément à notre incitation à l'investissement, à l'autofinancement et à un prêt bancaire le cas échéant. Et là, surtout cette année, je pense qu'on a vu des exemples très intéressants de jeunes qui, avec le plan d'affaires qu'ils ont développé, avec l'appui donc de la FAO et de l'APIA, par la suite, ont sollicité des prêts adossés à des dons de la part d'autres projets. Donc, pour nous, l'idée toujours, c'est de considérer notre contribution comme une partie constitutive
du plan d'investissement qui génère des effets multiplicateurs. Alors, je ne sais pas si Arbia, vous avez une remarque à dire. En plus de cet appui-là, c'est vrai que nos jeunes, vraiment, ils sont actuellement nos porte-drapeaux de l'investissement responsable. Donc, ils participent partout un peu dans des événements internationaux. Dernièrement, une jeune, elle était au Kenya pour le forum africain. Les 3 jeunes aussi étaient donc pour le forum aussi... Forum alimentaire mondial. Forum alimentaire mondial. Donc aussi, c'est des appuis en nature, quoi. Donc, de toutes les façons, il y a derrière tout ça, il y a un soutien, mais les formes peut-être, ou la formule, elle est différente, elle est un peu différente. Bien que on n'a pas assez de temps pour en parler, mais malheureusement aussi, l'autofinancement, ça pose problème pour beaucoup de jeunes Tunisiens qui veulent investir dans le secteur agricole, ou bien d'autres secteurs aussi. Mais ça pose toujours problème aussi, même l'autofinancement. Donc, on se pose la question, si on veut encourager réellement, n'est-il pas temps de pousser, d'inciter, sans pour autant demander d'autofinancement c'est probablement des jeunes diplômés qui n'ont rien à voir avec ce domaine probablement, ou le monde de l'argent et de la finance. Alors déjà, nous sommes dans une démarche d'accélération des entreprises. Donc un peu de capacité d'autofinancement, on va la trouver normalement. Mais il se pose la question, effectivement, et je pense que ça, c'est une question qui se pose d'ordre général. Quelle est la nature de l'autofinancement? À la FAO, nous sommes en train d'expérimenter un modèle, et on va le piloter dans un premier temps en Mauritanie et au Sénégal l'année prochaine, qui permet de tenir compte des diverses formes d'autofinancement. C'est-à-dire une contribution peut se faire autant sur le plan du capital financier, mais également sur le plan d'autres types d'autofinancement, c'est-à-dire en termes de capital humain, de temps supplémentaire investi pour réaliser certaines tâches, etc. Se pose par la suite la question effectivement du suivi. Voilà. Et donc, je pense pour ma part, moi j'encourage ce type de réflexion au-delà de la FAO. C'est-à-dire une banque ou un projet de développement qui exige un autofinancement, est-il possible? Et je pense que oui, de tenir compte d'autres types de financement que le capital financier. C'est clair. Alors quel est votre objectif aujourd'hui? Quel est l'objectif derrière tout ça? Quelle est votre vision? Là, on a démarré, je crois, c'était en 2019, vous avez dit tout à l'heure, Arbia, mais quel est le point d'arrivée, ou comment vous pouvez décrire le point d'arrivée? Selon vraiment la perception, c'est le rêve, c'est d'avoir d'ici, je sais pas, 10, 20 ans, des investissements durables, responsables, des jeunes qui investissent pour une agriculture qui est vraiment résiliente, des filières qui sont renforcées, des territoires renforcés aussi, résilients. Est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres derrière, des données chiffrées de l'état des lieux actuels, ou de ce que vous voulez atteindre comme objectif aussi? Les chiffres existent. Donc peut-être on en revient aux chiffres, et après ça nous permet d'avoir une vision d'où on veut aller. Donc à titre d'exemple, je parlais du stress hydrique tout à l'heure, moins de 500 mètres cubes par habitant par an. Un grand problème en fait du désir des jeunes de rester dans leur zone rurale. Les dernières statistiques de l'INS estimaient que le pourcentage de jeunes qui considèrent l'immigration comme un choix, en fait, une option de vie préférable, était autour de 40%. On parle du taux de Tunisiens en surpoids qui est à peu près de 2 personnes sur 3. Tous ces phénomènes, pour nous, on les considère comme des phénomènes imbriqués. C'est-à-dire que afin de dépasser tous ces défis, il faut œuvrer en faveur d'une transformation rurale responsable qui valorise les terroirs, qui valorise les filières, qui donnent une fierté. Arbé a parlé de la fierté, qui donne une fierté, un sens d'appartenance aux jeunes, qui permet aux Tunisiens de se nourrir plus sainement, tout en utilisant au mieux les ressources naturelles, et qui dépasse par ailleurs un certain nombre de fragilités des systèmes alimentaires tunisiens actuels, tels que la surdépendance à l'égard des importations. Tout cela à travers les investissements agricoles responsables. Donc l'idée, c'est vraiment de parvenir à
des régions rurales transformées qui donnent un espoir, une appartenance, une fierté aux jeunes, une alimentation plus saine et une économie plus inclusive et une prospérité partagée. Mais justement, est-ce que tout ça, on peut le chiffrer en objectif ou pas aujourd'hui? Chiffrer en objectif, bon, on en revient au même chiffre de départ. C'est-à-dire, oui, on peut le chiffrer, je pense. Et d'une part, ça se mesure à travers le nombre d'investissements approuvés. Et l'APIA, elle en a les chiffres. Est-ce qu'il y a des attentes aujourd'hui sur les années à venir ou pas? En Tunisie, par exemple, puisqu'on parle de la Tunisie, est-ce qu'on peut estimer à peu près cette stratégie, combien de projets ça va donner dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, je ne sais pas? Donc pour la stratégie nationale, donc on vise vraiment de généraliser en fait et d'intégrer surtout les principes IRA et l'investissement responsable agricole et ces termes dans les stratégies même de l'État, donc à l'échelle un peu institutionnelle, politique, et ça pourrait vraiment entraîner un flux d'investissement qui soit vraiment dans le futur d'une manière durable, quoi. Alors, ça, en fait. Je ne sais pas, vous avez une remarque, Yannick, ou vous avez quelque chose à rajouter? Par rapport à ce que disait Arbé, oui. Je pense que pour moi, réellement, quand on regarde les tendances, par exemple, du nombre d'investissements approuvés. Maintenant, on travaille sur les indicateurs. On travaille sur les indicateurs investissement agricole responsable. Avec l'APIA, pouvoir mesurer le nombre d'investissements agricoles responsables approuvés, pour nous, ce serait déjà une bonne chose. Et avoir effectivement atteint au niveau des régions cibles où l'on intervient. Et ça, c'est par ailleurs l'une des questions qui se posent. Comment on commence la mise en œuvre de la stratégie? Est-ce qu'on part, et c'était une des suggestions qui nous a été faite, à travers une approche régionalisée, territorialisée. Donc, on part d'un territoire pour piloter cette approche. Est-ce qu'on arrive, à travers les interventions, de parvenir petit à petit à augmenter progressivement le nombre d'investissements agricoles responsables approuvés, en passant à 30-50%? Ça serait une excellente chose. Voilà. La question qui se pose, et ça reste sujet à discussion, c'est la manière dont on peut effectivement mettre en œuvre cette stratégie, à travers quel mécanisme. Est-ce qu'on part d'une approche régionalisée? Est-ce qu'on part d'une approche par pilier? Et cela a bien évidemment un impact sur les fameux indicateurs dont vous me demandez en fait de les chiffrer. Non, c'est clair. Alors pour terminer, pour clôturer, on a commencé global et on va terminer global justement puisqu'on parlait d'une façon générale de l'investissement agricole responsable. Alors, pour la première fois, la FAO a publié sa trajectoire de ce que serait une agriculture et des systèmes alimentaires décarbonés qui assuraient la sécurité alimentaire dans le monde, mais c'est un mot très important, le mais, seuls 3% des financements publics sur le climat sont consacrés à l'agriculture et au système alimentaire. Plus frappant encore, la majorité des pays développés, 62%, ne présentent aucune mesure liée au système alimentaire dont leur contribution est déterminée au niveau national. On a l'impression que le monde ne vous suit pas. Une dernière remarque par rapport à ce que je viens de dire là et en clôture. Non, je pense effectivement c'est un grand défi. C'est-à-dire, je pense on est à un stade où il y a une énorme prise de conscience. Vous voyez le rapport de la FAO, les résultats de la COP28. Alors les chiffres, ça ne reflète pas vraiment ça. Bon. Mais justement, le défi, il est là. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est là. Maintenant, traduire cette prise de conscience en des chiffres concrets, je pense que c'est ça le défi qui nous attend collectivement. Je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Bon. Merci beaucoup et bon courage en tout cas. Merci pour votre intervention Arbia. Merci beaucoup Yannick يعطيكم صحة. Yannick Fidler, Arbia العبيدي. شكرا على حضوركم بحضنا. Chiara aussi qui était parmi nous au studio. الكلمة باش تكون لمن الغربي tout de suite في l'écho international. قدما راجعين.